Détendez-vous confortablement dans les fauteuils de l'Envol avec Super U, votre commerçant autrement amarrant. Baptiste W. Hamon, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de te recevoir dans les fauteuils de l'Envol. Comme je te le disais hors caméra, je t'ai découvert il y a 3-4 mois maintenant. Et j'ai lu également dans la presse qu'à l'âge de 17-18 ans, tu étais tombé dans la country. Alors depuis, bien évidemment, tu as évolué. Hein. On te range dans les cases country folk. Est-ce que ça te convient? Oui, et puis chanson française aussi, je dirais, parce que ça a été effectivement mes deux grosses influences. Ma première grosse influence, ça a été le folk et la country par l'intermédiaire de ce chanteur dont je parle souvent, qui s'appelle Townes Van Zandt, qui était une vraie révélation pour moi quand je l'ai découvert un peu par hasard sur Internet, où je connaissais rien, moi, à la country et au folk, et je me suis retrouvé à avoir des émotions que j'avais jamais ressenties jusque-là en écoutant de la musique, et ça m'a intrigué. D'abord, je me suis dit, waouh, c'est ça que ça peut procurer, la musique, quelque chose d'aussi fort que ça. Et puis, ne connaissant rien à la country et au folk, j'ai commencé à dérouler un fil et à découvrir énormément de chanteurs, un peu plus connus d'ailleurs que Van Zandt, des gens comme Johnny Cash, Willie Nelson, Dolly Parton, et à me passionner pour ce genre-là, à me passionner pour le songwriting américain, qui serait un peu l'équivalent de nos chansonniers à nous. C'est-à-dire qu'on parle de songwriter aux États-Unis quand il y a un travail essentiel qui est fait sur le travail du texte. Et puis en parallèle, hein, c'est un peu plus tard que 17-18 ans, c'est vers 24-25, je me suis replongé moi dans la chanson française à l'ancienne qu'écoutaient mes parents. C'est-à-dire Brel, ouais, voilà, Reggiani, Barbara. Les deux premiers, c'était Barbara et Reggiani qui m'ont marqué profondément. Et puis ensuite, pareil, ouais, Brassens, Brel, un chanteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Bertin, qui est un peu moins connu, mais qui est pour moi un des plus grands de la chanson française. Et donc, naturellement, quand j'ai commencé à écrire des chansons, il y avait toutes ces influences-là en moi qui sont ressorties. Donc oui, country, folk, / chanson française. Alors justement, le pari quelque part que tu as fait, c'est d'arriver à marier des chansons à texte françaises sur de la musique country, folk. Et ça, forcément, au départ, c'est pas si évident que ça, si? Alors, finalement, si, parce que j'ai pas réfléchi. En réalité, je me suis mis... Mais les premières chansons que j'ai écrites quand j'avais 17-18 ans étaient des chansons en anglais, parce que je n'écoutais quasiment que de la musique américaine. Mais quand j'ai commencé à écrire en français, finalement, musicalement, j'étais plus attiré par les sonorités américaines que... par les sonorités françaises, en tout cas au début. Et donc, je me suis retrouvé, j'avais un guitariste, moi, à 25 ans, qui était américain, qui habitait Paris, qui était texan, et qui, lui, avait été nourri de musique country et folk toute sa jeunesse. Et donc, naturellement, il a joué des choses américaines sur mes chansons. Je me suis rendu compte que ça me plaisait, et que... effectivement, les gens étaient parfois un peu surpris et me disaient « Tiens, c'est nouveau, cette association entre la chanson française et des musiques américaines. » Donc j'ai continué dans cette direction-là, encore une fois, pour que ces deux influences-là que j'ai se ressentent dans la musique que je fais. Alors, tu es déjà à la tête, on va dire, entre guillemets, de 2 LP qui sont sortis en 2000. Alors, je vais essayer de réviser mes textes. En 2014, un autre en 2015. Et ton premier album, qui s'appelle L'Insouciance, est sorti en suis c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il a une particularité, cet album, c'est que tu l'as enregistré de l'autre côté de l'Atlantique. Et ouais, j'ai eu la chance, je suis allé l'enregistrer à Nashville, donc dans le Tennessee, qui est un peu le berceau et encore aujourd'hui la capitale de la country. Ça s'est fait... J'ai eu la chance d'être programmé à un festival au Texas, un énorme festival qui s'appelle le South by Southwest, qui est un festival qui invite des artistes du monde entier chaque année, et souvent des artistes dits en développement, donc pas encore connus, et c'est un peu les labels du monde entier viennent faire leur marché ou découvrir des nouveaux artistes. Et j'ai eu la chance d'être programmé à ce festival en 2015. C'était au moment où je commençais à réfléchir à enregistrer mon premier album, et j'ai proposé à ma maison de disques à l'époque
de dire tant qu'à faire, puisqu'on sera aux États-Unis, est-ce que ce serait pas possible de l'enregistrer sur place, et ça a été un oui franc et immédiat. Donc je me suis envolé d'Austin jusqu'à Nashville, où j'ai pu travailler avec un réalisateur qui avait bossé avec plein de chanteurs qui pour moi étaient des héros, et j'ai pu jouer avec des musiciens de studio qui avaient eux-mêmes joué avec beaucoup de ces chanteurs-là. Donc ça a été, dès mon premier disque, j'étais un peu dans un rêve, quoi. J'étais confronté directement à cette passion que j'avais pour l'Amérique, pour sa musique, et voilà, dans le berceau de la country qu'est Nashville, donc c'était incroyable. On peut imaginer que ça devait être un gros kiff, quoi. C'était un énorme kiff, ouais. Et 3 ans plus tard, donc, tu sors ton 2e album, qui s'appelle Soleil, Soleil Bleu, en 2019. Ouais. Celui-là, il est toujours en vigueur, on va dire. Ouais. Ce soir, tu vas interpréter pas mal de titres de cet album. Ouais, alors je fais un mélange, moi, dans mes concerts, à la fois de plus vieilles chansons et de nouvelles. Et puis, donc, là, ça va être moitié-moitié. Donc, Soleil, Soleil Bleu, mon dernier album. Et puis mon premier, L'Insouciance. Et puis avec 2 ou 3 toutes nouvelles chansons qui figureront sur mon prochain disque. Oui, il y a un 3e album qui est en préparation, là, qui est en gestation. Absolument, ouais, c'est ça. On essaiera d'en parler un petit peu, ouais. Si tu peux nous dévoiler quelques petits secrets, ça pourrait être sympa. Ouais. Alors, en écoutant tes chansons, ce sont des chansons à texte, hein. Il y a une poésie dans tes textes qui est indéniable, et il y a une énorme mélancolie. Tous ceux à qui j'ai parlé de tes chansons, avec qui j'ai écouté, mais c'est mélancolique, c'est mélancolique. Alors, est-ce que toi, tu es quelqu'un de mélancolique, ou c'est une façon d'évacuer quelque chose? Oui, alors ce que je dis souvent, c'est que le processus d'écriture des chansons, moi j'ai envie d'écrire des chansons quand je suis dans des phases de mélancolie, davantage que quand je suis dans des phases très joyeuses. Et quand je suis joyeux, moi j'ai envie d'appeler les copains, d'aller boire des coups, ce qu'on peut plus trop faire en ce moment. Mais pas forcément d'écrire, quoi. Mais non, pas forcément d'écrire. Donc ce qui va appeler le stylo et d'ouvrir le cahier pour moi, c'est quand effectivement je traverse des phases un peu plus nostalgiques ou mélancoliques qu'on traverse tous. Je ne pense pas être plus nostalgique ou mélancolique que tout un chacun, mais c'est en tout cas dans ces moments-là que moi j'ai envie d'écrire. Et effectivement, peut-être que l'écriture permet de lâcher certaines choses, et peut-être ça fait du bien d'écrire et ça fait du bien de chanter. Donc je reste davantage inspiré dans ces moments-là que dans les moments de grande joie. Et il y a d'autres chanteurs qui écrivent très bien le bonheur. En tout cas, moi, c'est davantage la mélancolie qui m'inspire. Alors, il y a une chanson qui défraie un peu la chronique, c'est Bloody Mary, ouais. Hein, que tu vas jouer ce soir. C'est quoi le processus de création, par exemple, sur cette chanson-là? Alors, c'est un excellent exemple parce que moi, j'écris mes chansons tout seul chez moi, en guitare-voix. J'ai ma guitare, alors ça dépend des chansons. En général, je prends la guitare, je fais un peu du yaourt, je vois un petit peu s'il y a des choses qui m'inspirent. Ensuite, je note les idées que j'ai pu développer en faisant ce yaourt-là. Ensuite, j'écris mon texte, je reprends la guitare. Bon, c'est un espèce d'aller-retour. Et dans le cadre de cette chanson en particulier, il y a un énorme travail qui a été fait en studio, où je m'entoure, je choisis des musiciens plus compétents que moi au niveau de la maîtrise des instruments. Et la studio, c'est un moment d'expérimentation assez formidable, où on peut décider d'essayer, d'aller dans une direction, de revenir si ça ne marche pas. Donc cette chanson, à la base, je la chante en picking, tout calmement, voilà. Et j'étais entouré là par Xavier Thierry et Alexandre Bourri, qui sont 2 réalisateurs à Paris qui ont travaillé sur mon dernier disque. Et c'est Alexandre Bourri qui m'a dit « Je crois que j'entends quelque chose sur cette chanson qui va peut-être te surprendre à premier abord, mais j'entends une boîte à rythme et j'entends ce riff de guitare qui est caractéristique de la chanson. » Depuis qu'une ombre a traversé mon nid, mais j'aime quand tu souris, et nous nous connaissons à peine, et nous nous connaissons à peine, et nous nous connaissons à peine, et nous nous connaissons à peine. Et j'ai fait confiance, et immédiatement j'ai compris que la chanson
allait partir ailleurs et allait être sublimé par cet arrangement-là. Et c'est une des choses les plus formidables en studio, en fait, c'est qu'on peut se permettre d'essayer des choses. Si c'est raté, moi je dis j'aime pas, on revient, on essaye quelque chose d'autre. Et quand c'est réussi, eh ben, c'est absolument extraordinaire parce que pour moi, je me rends compte que c'est un peu, on dit parfois qu'une chanson, les textes, les mélodies doivent trouver leurs chaussons en studio. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec cette chanson. Donc ça a été quelque chose d'assez formidable pour tout le monde en studio. On s'est dit waouh, je crois qu'on tient vraiment là l'essence de cette chanson avec cet arrangement. Alors tu es amoureux des États-Unis, on va pas se mentir. En ce moment, il se passe des choses aux États-Unis. Le Covid d'un côté, la politique de l'autre, puisque le 3 novembre prochain, eh bien, il y a des échéances aux États-Unis qui sont importantes, qui sont même attendues par le monde entier, entre Trump et Biden. C'est quoi ton ressenti par rapport à la situation globale, c'est-à-dire Covid politique? Voilà, comment tu le ressens ça, toi qui es amoureux des États-Unis? C'est hyper compliqué. Moi, donc j'ai énormément d'amis aux États-Unis qui me racontent à quel point aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire des États-Unis, la société est divisée là-bas. Les gens n'osent plus parler de peur de dire un mot de travers et de laisser voir leur identité politique. Donc les gens, le climat est délétère là-bas. Et je suis toujours en contact avec mon ami Ryan, qui était mon guitariste dont je parlais tout à l'heure. Et il me dit que c'est une tension extraordinaire. Et effectivement, Trump a été abominable de ce point de vue ces 4 dernières années. C'est qu'il n'a pas cherché... Ce que doit faire tout président dans une démocratie normale, c'est chercher à rassembler les gens. Et... si vous voulez, il y a des gens qui disent aux États-Unis même maintenant, Bush c'était rien par rapport à Trump. Et Dieu sait si voilà, Bush n'était pas aimé par les gens que je connais là-bas. Donc, faut espérer que voilà, les politiciens vont reprendre raison suite aux élections du 3 novembre. Moi, à titre personnel, évidemment que même si Biden n'est peut-être pas le meilleur candidat, c'est infiniment mieux que Trump. Et qu'au moins lui, il tient le discours de réunir les Américains et de les rassembler. Même s'il gagne, ça ne va pas être évident, parce que le travail de déconstruction des liens qui sont tissés entre les Américains a été énorme par Trump. Donc, alors moi je vais dire que je suis optimiste, beaucoup de mes amis américains ne le sont pas, quel que soit le résultat des élections. Donc, moi qui suis fan des États-Unis, qui aime y voyager, qui aime rencontrer des gens, qui trouve des... Je rencontre des gens formidables, mais au Texas, qui est un État très conservateur. Évidemment, il ne faut pas parler politique ou religion avec certaines personnes si on ne veut pas s'embrouiller avec eux, mais il y a des gens incroyables dans ce pays. Il y a une culture et une contre-culture, surtout, c'est celle qui m'intéresse, extraordinaire. Et voir ça gâché par des divisions politiques et des tensions de tous bords qui sont attisées par un président qui ne fait rien pour calmer ça, c'est triste. Et voilà, j'espère que ça se calmera et que je pourrai voir une Amérique un peu apaisée la prochaine fois que j'aurai la chance d'y aller. Voilà, justement, cette prochaine fois, je voulais voir avec toi si tu avais prévu déjà, si la situation Covid va mieux, déjà tu te dis tiens l'année prochaine 2021. Mais moi j'y vais, j'essaie d'y aller dès que je peux. J'y suis allé juste avant le confinement en France. J'ai passé 3 semaines au Texas. Moi je me nourris des États-Unis en fait dans mon imaginaire. Je ressens. Les gens me demandent parfois pourquoi tu aimes les États-Unis. Il y a plein de raisons de ne pas aimer les États-Unis et avec lesquelles je suis par ailleurs assez d'accord. Mais c'est physique, moi. Quand je suis aux États-Unis, quand j'atterris sur le sol texan, que je vais dans un bar où je vois des gens avec des chapeaux, et c'est très mystérieux, mais c'est physique. Je me sens bien, je me sens chez moi. Et quand je rencontre par ailleurs des gens qui, du coup, ont les mêmes références musicales, culturelles, je lis pas mal de littérature américaine aussi, c'est un peu comme une deuxième maison. Et effectivement, j'essaie d'y aller au maximum. Là, probablement qu'il va falloir attendre le moment où il y aura un vaccin.
les frontières seront ouvertes, donc je ne peux pas me projeter pour l'instant, malheureusement. Mais j'espère que la situation va se régler assez rapidement. Là-bas, comme en France, et peut-être davantage en France d'ailleurs, puisque c'est ici que j'habite et que c'est pas évident en ce moment, quoi. Alors, dans quoi tu es capable là aujourd'hui de te projeter? C'est dans ce 3e album, ouais. C'est ça, qui est en gestation pour l'instant, et la date de sortie, ça serait janvier, c'est ça? Alors non. Alors en fait, pour l'instant, c'est compliqué parce qu'effectivement, comme les tournées sont toutes arrêtées, que là, l'enregistrement, j'ai fini d'écrire l'album, mais je ne l'ai pas encore enregistré. Donc a priori, l'enregistrement aurait lieu en février ou mars prochain. La sortie, pas avant septembre 2021. Et ensuite, encore une fois, ça dépend des facteurs sanitaires. Mais en attendant, moi, je travaille sur des projets un peu annexes qui coûtent peut-être moins cher que la production d'un album, mais qui seraient quand même des projets de qualité, notamment je ne vais pas en dévoiler trop, mais des adaptations de chansons américaines en français, d'auteurs qui me touchent particulièrement. Et donc, je travaille sur des petits projets en attendant de travailler sur le gros projet qui va être le prochain album, qu'il faudra sortir à un moment où on aura plus de visibilité, notamment sur la possibilité de faire une tournée. Donc là-dessus, on est tous un peu dans l'attente. Et en même temps, il faut jouer, il faut continuer à aller au-devant du public. Moi, ce que je dis aussi, c'est moi en tant que public, et puis les gens, il faut continuer à aller au spectacle. Oui, c'est ça. Les artistes ont envie d'aller vers le public, mais il faut aussi que le public fasse l'effort. Ouais. Alors, ça va dans les deux sens. Il y a des artistes qui ne se sentent pas, par ailleurs, pour des raisons que je peux comprendre, de reprendre la scène dans des conditions comme ça. Moi, c'est mon côté folk singer américain. Moi, j'aime jouer, peu importe les conditions. Si je joue devant 5, 10, 20 personnes, c'est le même plaisir que jouer devant 500 ou 1000. C'est pas la même chose, mais c'est bien quand même. Et je veux continuer à jouer, moi, quoi qu'il arrive. Et effectivement, pour avoir fait 4-5 concerts là, depuis la fin du confinement, il y a des mesures sanitaires qui sont prises dans toutes les salles dans lesquelles j'ai joué, et ce qui fait que le public est en sécurité dans ces salles-là. Et c'est vrai que j'ai parfois des gens, dont mes parents, qui me disent « Ah, mais est-ce qu'aller dans une salle de concert, c'est pas dangereux? On risque pas de choper le truc ?» Pas plus qu'au supermarché, en fait. Voire moins qu'au supermarché. Donc ceux qui aiment la musique, qui veulent la défendre, c'est plus que jamais le moment d'aller dans des salles de spectacle, de soutenir les artistes, de soutenir la culture. Et voilà, et c'était tellement des moments important pour nous de pouvoir partager notre musique avec un public. J'ai fait quelques Facebook Live ou quelques concerts internet. Moi, je trouve ça nul. Très franchement, aucune émotion. Je vois pas les gens. Il n'y a pas d'interaction. Donc, il n'y a rien de mieux que le live. Donc, voilà. Moi, je continuerai à faire des concerts tant que ce sera possible. Et si les gens qui le veulent peuvent venir nous voir, c'est nous et d'autres chanteurs, hein, c'est hyper important. Très bien. Merci Baptiste, et puis bon concert. Merci beaucoup. Merci.